Bon, mec, j'ai fait une petite sélection là d'artistes, tout ça pour la première vidéo. Mais je sais pas qui pourrait prendre. Je sais pas, on va voir ce qu'il y a. Marguerite Guggenheim. Bon, c'est surnommé Peggy. Et à partir de là, vous allez me dire, ouais, mais qui c'est celle-là? Et vous aurez raison. C'est pour ça qu'on est là. Marguerite Guggenheim, donc, est une mécène, collectionneuse d'art et surtout galériste américaine du 19e siècle. Elle est née le 26 août 1898 à New York, dans l'ouest de la 69e rue, où ici on aime la précision, et décède le 23 décembre 1979 à Campo San Piero, dans le Padoue. C'est près de Venise. Enfin, en Italie, vous avez compris, ici, on aime la précision. Dans tous les cas, Marguerite Guggenheim restera comme l'une des collectionneuses d'art les plus surprenantes du XXe siècle. Elle ouvre tout d'abord une galerie à Londres pour encourager les jeunes artistes alors peu connus. Cette galerie apparaîtra sous le nom de Guggenheim Jeune. Certains diront qu'elle s'est pas foulée pour le nom, d'autres ne diront rien. Mais l'histoire est en marche et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle use du prestige de son nom, de ses relations et de sa nationalité américaine pour fournir à de nombreux artistes des faux papiers et un accès discret aux États-Unis pour s'exiler. Attention, c'est la rubrique Peggy l'a pas doué. Pendant l'hiver 1920, Peggy s'ennuie. Oui, je sais, c'est triste. Et à ce titre, elle décide de faire de la chirurgie. Bon, à partir de là, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de faire de la chirurgie pour lui sauver la vie, mais bien plus de la chirurgie esthétique. En l'occurrence, ça concerne son nez. Et là, incroyable, l'opération est un succès, elle devient une vraie beauté, une femme fatale, sublime. Là, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un groin? Ah. Bon bah, info de dernière minute, en fait, l'opération a échoué, ça l'a défiguré, puis ça n'arrange pas vraiment son profil, si vous voyez ce que je veux dire. Comme quoi, une collectionneuse d'art moderne qui finit avec la tronche d'un Picasso. Troublant, non? Bon, si vous avez suivi à peu près jusque-là, vous avez compris que Peggy Guggenheim a passé la plupart de sa vie aux États-Unis. Mais elle décide de partir à Paris à 23 ans, et quand elle y arrive, décide également de perdre sa virginité en expérimentant une série de positions sexuelles extravagantes qu'elle a pu observer dans sa collection de photos figurant les fresques de Pompéi. Chérie? Née Peggy, elle devient alors Peggy la cochonne. Très vite, elle devient une authentique art addict selon ses propres mots, et sa galerie, Guggenheim Jeune, devient une structure reconnue. Elle sombre dans l'ivresse de la modernité, toujours selon ses termes, et sa collection grandit démesurément au point de devoir la transférer à la campagne. Son œil d'experte déniche les chefs-d'œuvre et, tandis que les artistes savent qu'elle cherche à acheter, vont spontanément se présenter à elle pour lui proposer leurs travaux. Face à l'avancée d'Hitler, elle se trouve obligée de sauvegarder sa collection en la dissimulant sur le sol français en attendant. Son retour aux États-Unis se fait lentement et en toute discrétion, et à son retour, continue de faire grandir sa collection. Enfin, elle décide d'épouser le peintre Max Ernst. C'est totalement lui. Puis, le 20 octobre 1942, elle ouvre enfin sa grande galerie Art of this Century, l'art de ce siècle pour les néophytes anglais. Et pour sa première expo, décide d'exposer ni plus ni moins que Paul Klee, encore un grand nom de la peinture du XXe siècle qui, à l'époque, est assez peu connu du grand public. Et là, c'est un carton. Non, sans blague, c'est un carton, l'expo est un véritable événement, et une foule immense arpente le lieu tout en poussant, généralement en français, cocorico, d'immenses cris d'admiration devant les œuvres de l'artiste. Par la suite, elle exposera d'autres grands noms de l'histoire de l'art du XXe siècle qui, à l'époque, sont toujours assez peu connus, tels que Joseph Cornwell, Marcel Duchamp ou encore Mondrian. Un journaliste du Time ira même jusqu'à dire qu'elle fait pratiquement vivre le groupe en achetant l'étoile. Par groupe, on entendra bien sûr la bande des surréalistes américains qui sont exilés aux USA. Puis, elle rompt avec Ernst. Oui, là aussi c'est triste. Mais, au départ incertaine,
elle décide d'accorder de plus en plus d'importance à un jeune artiste novateur et prometteur. Son nom, vous le connaissez tous, Jackson Pollock. Et quand elle retourne en Europe, elle possède la plus belle collection au monde de cet artiste, notamment par l'accumulation des dessins et des peintures qu'elle tient de lui. Les portes de la galerie fermeront finalement le 31 mai 1946, après une dernière exposition consacrée à Hans Richter, Jackson Pollock et David Hare. De retour en Europe, elle décide de s'établir à Venise, mais problème, elle ne sait pas où exposer sa collection. C'est alors qu'on lui propose le fameux palais inachevé, ou en italien, il Palazzo Venio dei Leoni. Yes! Mais l'installation ne se fait pas sans mal à tel point qu'elle envisage à certains moments d'abandonner, devant les difficultés techniques à faire parvenir ses œuvres d'Amérique et de Londres jusqu'à Venise, et surtout devant l'immense enfer bureaucratique à l'installation de son exposition dans un lieu culturel tel que le Palais inachevé. Et c'est pour toutes ces raisons que sa galerie, qui apparaîtra sous le nom de Peggy Guggenheim Museum, n'ouvrira qu'à partir de 1952. Puis elle retourne une dernière fois aux États-Unis, mais se trouve choquée par la tournure qu'a pris le monde de l'art, qui, à ses yeux, est devenue une insensée, mais néanmoins énorme aventure commerciale, toujours selon ses termes. Enfin, elle retourne à Venise pour y écouler tranquillement la fin de ses jours. Une fin de vie bien tranquille pour un personnage aussi atypique que Peggy Guggenheim, si vous avez mon avis. Hello darkness, my old friend. Écoutez, on approche de la fin, donc c'est la conclusion. Et bien au final, écoutez, que retenir de cela ? Je pense que dans tous les cas, on peut dire qu'elle reste encore aujourd'hui l'une des figures majeures de l'histoire de l'art pour le soutien qu'elle a apporté à des artistes qui, à l'époque, étaient assez peu connus. Et c'est assez aisé de penser qu'elle se place en tant que véritable témoin du tournant de l'histoire de leur XXe siècle, tant elle a été proche d'artistes majeurs de cette période. Et je pense qu'on l'a suffisamment répété au cours de cette vidéo, mais sa collection reste, encore à l'heure où je vous parle, l'une des plus fournies et l'une des plus exceptionnelles que l'art peut apporter à ses spectateurs. Quant à moi, ma vidéo est finie, et j'espère que ça vous aura appris les choses. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous avez aimé le concept de l'émission, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est bon, franchement, Peggy, je la prends, je la rentre. Bon, on est bon? On rapproche nos têtes. On part comme ça.